Merci Laurence, merci Bernard pour cette invitation. L'idée, effectivement, c'était de faire un module très court à ramasser euh, sur la question de la communication et en particulier la communication orientée vers les prospects, vers les clients, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de la pandémie, ça va prendre encore un peu de temps. Et donc, on est, on va dire, entre guillemets, condamné à travailler à distance et à continuer à travailler à distance durablement. Pour bien travailler à distance durablement, il y a quelques prérequis et l'idée, c'était sur un temps court de pouvoir vous donner ces prérequis et en fait prendre conscience d'un certain nombre d'éléments qui sont vraiment importants pour faire en sorte que la communication se passe le mieux possible tout en étant bien conscient, et ça je pense que c'est important de le rappeler en préambule, que quoi qu'il arrive, la communication à distance est jamais qu'une communication en présentiel qui est dans une situation moins favorable. Donc quoi qu'il arrive, même si on essaye de lui donner un maximum d'outils, ça sera jamais, ça remplacera jamais la véritable communication en présentiel, qui est quand même ce que je recommande de manière générale. Je voudrais quand même revenir sur le fait que communiquer, là, c'est pas si simple. Et c'est pas si simple parce que, en fait, quand on communique, il faut prendre en compte qu'on a trois éléments. Et que, contrairement à ce que les gens pensent de manière commune, eh bien, finalement, la partie verbale, c'est-à-dire les mots qu'on utilise en parlant uniquement du texte, ça ne représente que 7% d'un message qu'on émet. Donc, c'est très, très peu. Et en fait, le reliquat, c'est quoi? C'est du non-verbal et du paraverbal. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme différence entre le non-verbal et le paraverbal? Le non-verbal, ce sont les gestes. Par exemple, quand vous voyez agiter les mains, vous dites, tiens, Jean-Sébastien, il est plutôt dynamique. J'espère que vous dites ça, en tout cas, c'est souhaitable. Sinon, c'est que je vous ai endormi déjà, ça serait un peu dommage. C'est plus la position qui est la mienne. Est-ce que je suis plutôt dans une posture droite? Est-ce que je suis plutôt avachi? Est-ce que au moment quand on est en présentiel, est-ce que je vous serre la main de manière ferme, est-ce que je la serre de manière molle? Tous les gestes qu'on peut faire, en fait, traduisent et contribuent au message. En fait. Et ça, c'est vraiment important. Et on voit bien que dans une communication à distance, cette partie-là est plus difficile à capter, quoi qu'il arrive. Là-dessus se rajoute un autre élément qui est tout ce qui est paraverbal, c'est-à-dire le rythme. Donc, à quelle vitesse je parle? Est-ce que je vais parler très vite? Est-ce que je parle doucement comme ça? Est-ce que j'ai un timbre qui est plus ou moins agréable? Quel est le volume? Est-ce que je parle fort? Est-ce que je parle doucement? Alors évidemment, à distance, on a l'avantage de pouvoir régler le son, hein, donc c'est plus facile. La mélodie de la voix aussi. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a un peu un ton très monocorde? Est-ce qu'on a justement un ton qui est plus divers et plus varié? Donc tous ces éléments-là, évidemment, qu'on soit en téléphone, par téléphone ou en visio, on est en capacité de les capter. Cela étant, quand on capte un message, on le capte dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois le non-verbal, le paraverbal et les termes techniques. La partie vraiment mot qu'on choisit, la partie verbale. Donc ça, c'est effectivement ce qui se passe quand on est dans une communication normale. Quand on est en communication à distance, eh bien, si on est par téléphone, on capte au mieux que la partie droite, c'est-à-dire le verbal et le paraverbal. Toute la partie non verbale, en fait, est très difficile à déceler, voire quasi impossible à déceler par téléphone, parce qu'on ne voit pas son interlocuteur. Donc, on peut entendre quelques éléments sur la respiration et ça se limite juste à ça. Donc, on voit qu'on n'a pas du tout cette partie-là. Donc, on perd déjà 55% du message que la personne essaye de nous passer. Donc, c'est énorme. Et évidemment, on n'est pas à l'abri d'un certain nombre de contresens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les outils électroniques qu'on a, qui sont quand même relativement performants, même s'il nous arrive d'avoir des pertes de connexion, je recommande très fortement la visio. Pourquoi? Parce que vous avez quand même un contact visuel avec votre interlocuteur, c'est ce que j'essaie d'avoir aujourd'hui, même si on est un peu nombreux, donc je ne vois pas tout le monde, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir un contact visuel avec votre interlocuteur, de voir comment il réagit, de voir si à un moment il a un mouvement de recul, de voir quels sont les gestes qu'il peut faire. Est-ce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer ou est-ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, met beaucoup plus en avant sur sa chaise. Par exemple, si je me mets comme ça, vous voyez plus en avant. Si je suis plus comme ça, vous voyez que je suis plus en retrait. Et donc, moi dans l'interaction avec vous. Donc, tous ces éléments-là, on les perçoit quand on est à distance, si on utilise la visioconférence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est ce dont on va parler après, je recommande beaucoup d'utiliser la visioconférence parce que ça permet quand même de capter une partie du non-verbal. Vous ne captez pas tout,
puisque vous ne voyez pas de pied en cap, donc vous voyez juste mon buste, évidemment. Et je ne capte pas tout parce que ça demande quand même une certaine concentration. Et vous verrez tout à l'heure, puisqu'on a un petit passage sur le témoignage des adhérents, que pour un certain nombre d'adhérents, ils expriment très bien en disant que ça demande une concentration, la vidéo, qui est beaucoup plus forte que quand on a un rendez-vous en présentiel. Donc ça, c'est une évidence aussi. D'autant plus qu'on a encore plus de possibilités quand on est en vidéo de divaguer vers d'autres choses. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Alors, avant de rentrer dans une visio avec un prospect, avec un potentiel client, eh bien, il y a un certain nombre de prérequis. Et l'objectif, c'était de vous rappeler ces prérequis. Ce n'est pas la révolution, ce que je vais vous dire, hein. C'est plutôt tout un ensemble de petits détails auxquels il faut faire attention pour faire en sorte que ça marche le mieux possible. Ce n'est pas parfait, ça ne vaut pas la rencontre directe, mais on essaie de mettre en place un certain nombre de choses pour que la communication soit la plus fluide possible. Et c'est ça l'objet un petit peu de cette présentation. La première partie, c'est d'abord prendre rendez-vous. Bah oui, parce que prendre rendez-vous quand une bonne partie des interlocuteurs sont en télétravail, c'est pas simple. C'est pas simple parce que j'ai pas toujours leur numéro de téléphone, notamment quand c'est des prospects que j'ai jamais contactés avant, c'est d'autant plus difficile. C'est pas facile parce que parfois j'ai que le numéro du standard et on me dit bah, la personne n'est pas là, d'accord. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place et l'objectif c'est de vous présenter tous ces petites choses, ces petits éléments auxquels il faut être vigilant. L'idéal, évidemment, c'est quand Jean-Sébastien, petite interruption. On me signale que le son est peut-être pas très optimal. Alors, est-ce que voilà, par rapport à ton micro, peut-être vérifier juste. C'est mieux ou pas mieux ou pas? Est-ce que Laurence? C'est Nathalie qui nous signalait ce petit souci. Alors, essaye de. Mieux là. Oui, c'était peut-être un peu plus clair. Oui, merci. Alors, c'est peut-être une question juste d'augmenter le son pour que vous captiez mieux. Non, ce n'est pas un problème de niveau, hein, parce que le problème qu'on a, c'est que le son est haché. Ah, alors, je vais essayer un autre truc. Alors, ne bougez pas. J'essaye avec le micro et le haut-parleur. Parfois, ça marche mieux. Nous, c'est C'est la solution B. Parfois, je la sors. Parfois, ça marche mieux. Parfois, ça marche moins bien. On va essayer ça. Hop, le temps que je les fasse mieux, et ça devrait marcher. Est-ce que là, c'est mieux ou pas mieux? Dites-moi. Ou est-ce que ça change rien? Il faut essayer. Voilà. Nous, on n'avait pas de problème de son. Hein. Ouais. Est-ce que c'est mieux, Paul? Ou pas? On dirait. On peut continuer. Oui, plus clair, c'est bien. Oui, c'est plus clair. Alors, je prends comme ça sera mieux. Parce que je vous entends en même temps toujours au parle. Très bien. Alors, j'en viens donc ensuite à cet aspect de comment je prends rendez-vous avec mes interlocuteurs. Évidemment, l'idéal, quand on peut avoir accès au mail, c'est de prendre rendez-vous par mail avec votre interlocuteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'applications qui vous permettent de découvrir les mails de vos interlocuteurs. Je n'ai pas nécessairement listé là, et puis j'ai pris le nom, mais ça se retrouve très, très facilement sur Internet. Et donc, on peut facilement comprendre comment sont constitués les mails, si c'est prénom.nom, si c'est la première lettre du prénom et le nom collé à côté, etc., arrobas, et puis le nom d'entreprise. Donc ça, en général, on le trouve assez facilement. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir avant. Si vous n'avez pas, vous avez aussi la possibilité de la demander en appelant le standard de l'entreprise et en disant je souhaiterais envoyer un mail à monsieur ou madame Intel, est-ce que vous pourriez me communiquer son adresse mail? Ce qui aujourd'hui est quand même relativement bien communiqué dans les standards, par les standards des entreprises. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée des entreprises, mais envoyer un mail, c'est encore quelque chose qui est acceptable. Et je recommande, une fois qu'on a pris rendez-vous par mail, d'assurer une relance par téléphone. Évidemment, c'est facile si vous avez le portable. Vous prenez le téléphone et vous l'appelez en direct. Et dans ce cas-là, qu'il soit en télétravail ou pas, votre interlocuteur, vous allez pouvoir le joindre. Ça, c'est facile. Par contre, évidemment, si vous n'avez pas son numéro de téléphone portable, ce qui arrive souvent, notamment quand c'est un prospect, on n'a pas tout de suite son numéro de portable, eh bien, l'idéal, c'est de passer par le standard et de demander soit le numéro de portable, quand ils acceptent de vous donner, ou de vous transmettre directement, ce qui arrive aussi, hein, parce que parfois, les standards des entreprises
sont directement connectés au portable des collaborateurs, donc ça c'est idéal. Soit, si ce n'est pas le cas, de demander quels sont les jours de présence du collaborateur pour pouvoir le joindre. Ça paraît du détail tout ça, et pourtant, moi je vois régulièrement des gens qui appellent une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, et en fait, à aucun moment ils posent cette question-là. Juste poser la question, quand est-ce que le collaborateur est présent? Et ça, en général, s'ils n'ont pas d'information, ils se renseignent et le standard revient vers vous en vous disant, le appel est là, tel jour et tel jour. Ça permet en tout cas de pouvoir le joindre quand il est au travail et non pas quand il est en télétravail. Et je recommande en conclusion de vraiment confirmer le rendez-vous par SMS si vous avez le portable, bien sûr, ou par mail 1 à 2 jours avant. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent paraître totalement du détail et pourtant, moi j'ai constaté en tout cas, et plus encore dans cette période de travail à distance, que de plus en plus souvent, on a des gens qui disent « Ah, j'avais oublié le rendez-vous, etc. » Ce qui est moins le cas avant, c'est quelque chose qui est plus courant. Et donc, c'est pour ça que je recommande de pouvoir vraiment confirmer le rendez-vous pour être sûr que vous ne vous déplacez pas pour rien si vous pouvez rencontrer votre poste en direct. Et si c'est par outil électronique, ça permet de confirmer, de lui donner comment on va se rencontrer et quel outil électronique on va pouvoir utiliser pour se voir. Voilà. Alors, à partir de là, je voulais revenir un petit peu sur les trucs et astuces pour un rendez-vous à distance réussi. Parce que, évidemment, dans la majorité des cas, encore aujourd'hui, on est condamné à faire des vidéos avec nos différents prospects. Il y a un certain nombre de choses dont il faut tenir compte et se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, la visio, ça prend plus de temps. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est déjà se dire, à la base, j'ai besoin d'un peu de temps pour que ça fonctionne. Donc, la première chose à laquelle il faut penser, c'est d'avoir un nombre de participants qui est réduit. Pourquoi un nombre de participants réduit? Parce que parfois, vous n'avez pas que le prospect touchant, mais vous avez 2, 3 personnes qui sont connectées à différents endroits et vous multipliez toutes les chances pour que ça fonctionne mal ou pour qu'il y en ait un qui ne puisse pas se connecter. Donc ça, moi, je recommande aussi d'essayer de réduire au maximum le nombre de participants. Si vous êtes qu'à 2, il y a de bonnes chances pour que la vidéo fonctionne mieux que si vous êtes à 3. Ça implique encore plus qu'en présentiel, et là je fais un petit clin d'œil à Sophie qui a beaucoup travaillé avec moi sur la question de préparer son rendez-vous, mais ça implique encore plus qu'en présentiel de vraiment avoir des rendez-vous qui soient préparés. C'est absolument clé, l'objectif c'est de ne pas faire perdre du temps à votre interlocuteur, et on voit qu'on perd beaucoup plus vite l'attention avec des personnes en vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le choix de faire une formule en 30 minutes, c'est parce que justement on voit qu'il y a cette perte d'attention. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que ça soit préparé et qu'on puisse aller de partout. Donc, ça, c'est important. Et puis, effectivement, toujours ce format court dont j'ai déjà parlé. Il faut évidemment avoir en tête que ce rendez-vous, pour qu'il soit réussi, il faut préparer bien son agenda, envoyer les documents. S'il y a des documents à avoir, on n'est jamais totalement sûr que ça va parfaitement fonctionner en vidéo. Donc, de la même manière, s'il y a des documents préparatoires, n'hésitez pas à les envoyer avant. Ça, c'est important. Préparez votre introduction. L'objectif, c'est de créer du lien avec votre interlocuteur. C'est la même chose qu'en présentiel, c'est encore plus vrai à distance. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à quel lien, de quoi vous allez parler. Ça peut être, évidemment, voilà comment vous vivez, vous, aujourd'hui, cette période un petit peu compliquée, comment ça se passe dans votre entreprise. Ça peut être le temps. Ça peut être des choses très très simples, mais l'objectif c'est de commencer à créer du lien avec votre interlocuteur avant d'entrer dans le sujet, ça c'est important. Et enfin, choisir son outil informatique. C'est aussi important parce que dans un certain nombre d'entreprises, vous avez des outils informatiques qui sont interdits. Et donc, dans ce cas-là, si vous n'avez pas de contraintes particulières, eh bien, vous demandez à votre interlocuteur de réserver la vidéoconférence, si c'est le cas. Moi, j'ai pu être en interaction avec des entreprises qui imposent un certain nombre de règles, et en l'occurrence, c'est eux, dans ce cas-là, qui m'indiquent, c'est très bien, s'ils travaillent que avec Orange, avec tel ou tel logiciel de vidéoconférence, dans ce cas-là, c'est eux qui m'indiquent, on s'adapte à cette situation-là. Si ce n'est pas le cas, on verra tout à l'heure, moi je vous recommande fortement d'utiliser Zoom, qui est l'interface qu'on utilise aujourd'hui, et qui, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai pu essayer d'utiliser, est l'interface qui fonctionne le mieux, et qui est la plus simple à prendre en main. Donc, voilà.
Alors, j'en viens à ce qu'on va faire pendant le rendez-vous, parce que finalement, c'est quand même intéressant, et je ne vais pas rentrer évidemment dans la démarche commerciale, ce n'est pas l'objet, mais l'objectif, c'est aussi de se dire à quoi on est vigilant pendant le rendez-vous. Eh bien, on est vigilant, bon, à créer le lien, je l'ai déjà dit, mais on est vigilant aussi à s'assurer que la personne en face, elle est capable d'utiliser l'outil à distance. Ça paraît du détail, mais pourtant, c'est important. C'est important, quand on vous a expliqué au départ, de vous expliquer aussi comment on va interagir. Là, on vous a dit, effectivement, il y a une demi-heure de présentation, et puis ensuite, on aura un moment d'échange qui se fera soit via le chat, c'est déjà ce que vous faites à l'heure actuelle, je n'ai pas eu l'occasion de regarder, mais je vais découvrir ça tout à l'heure, soit en direct à l'issue de la présentation. C'est le choix qu'on a fait. Dans d'autres cas, on va avoir une interaction en direct. Évidemment, quand on est plutôt dans un rendez-vous client, en général, on est plutôt dans l'interaction en direct, mais comme on est dans un fonctionnement un peu particulier, il est important de le préciser, qu'on va réagir les uns à la suite des autres. Voilà. Responsabiliser le ou la participant, c'est de lui expliquer qu'on est bien conscient, aujourd'hui que son temps est précieux, on est bien conscient que la personne a plein d'autres choses à faire, et l'objectif, c'est sur un temps court, d'être vraiment présent. Et ça, c'est important à un moment de le verbaliser, d'expliquer à la personne que, évidemment, la tentation est grande quand on est en vidéo de faire autre chose. Voilà, vous comme moi, on est un peu tous pareil, se dire, tiens, je vais prendre un mail, tiens, je vois que j'ai un dossier à finir, je n'ai pas eu le temps de le finir, ça ne se verra pas, donc je vais faire autre chose en même temps. Oui, mais ça ne fonctionne pas en fait. Et ça fonctionne encore moins quand vous essayez d'avoir un client. Donc l'objectif, c'est de lui dire, écoutez, bien conscient que vous avez plein d'autres préoccupations, moi l'objectif, c'est vraiment de faire un rendez-vous efficace. Et pour que ce rendez-vous efficace fonctionne, j'ai besoin qu'on soit là tous les deux. Que vous avez vraiment ce temps-là à m'accorder et de valider que votre interlocuteur a effectivement ce temps-là à vous accorder pour être pleinement avec vous. Ça, c'est important. Néanmoins, il faut aussi prendre le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous ne ferez pas en un rendez-vous, il en faudra 2, 3. Mais en tout cas, l'objectif, c'est quand même d'être bien sûr à chaque fois que votre interlocuteur comprend et a parfaitement intégré soit les questions que vous lui posiez, soit à intégrer les différents éléments que vous lui avez donnés. C'est pour ça que la reformulation est quelque chose d'absolument important. Et lui dire, qu'est-ce que vous avez retenu de notre échange, par exemple? C'est une bonne manière de s'assurer que votre interlocuteur a parfaitement compris et a entendu tout ce que vous vouliez passer comme message. Ça, c'est important. Une autre question, c'est vous aussi, n'hésitez pas à utiliser la reformulation. Ce n'est pas toujours très clair. À l'oral, déjà, en temps normal, on ne l'est pas, mais quand vous êtes à l'oral avec un interlocuteur en direct, vous voyez qu'il plisse les yeux, il a une position un peu de recul, et naturellement, sans même réfléchir, vous allez réagir. Ce que vous ne pouvez pas faire, évidemment, à distance, parce que cette partie-là, vous avez du mal à la capter. Donc, il faut s'assurer que vous aussi, vous comprenez bien les messages de votre interlocuteur et que votre interlocuteur les comprend bien. Donc, plus vous reformulerez vous-même, plus votre interlocuteur va faire aussi cet exercice. Et plus on va s'assurer que le message qu'on transmet de l'un à l'autre et de l'autre à vous, il est bien qualitatif et qu'on s'entend parfaitement sur ce qu'il dit. Voilà, donc ça me semble aussi quelque chose qui est important pour conclure sur comment on clôture un rendez-vous. Eh bien, évidemment, de la même manière qu'on clôture un rendez-vous commercial en présentiel, on va clôturer chaque thématique et valider la décision retenue, c'est-à-dire soit effectivement, on fait affaire ensemble, ça c'est évidemment l'idéal, soit on se revoit, et dans ce cas-là, on va fixer tout de suite quelles sont les prochaines étapes, de quoi la personne a besoin, qu'est-ce qu'on va lui envoyer dans l'intervalle, et sans oublier évidemment de remercier votre interlocuteur pour le temps qu'il vous a accordé. Tout ça, ce n'est pas radicalement différent évidemment de ce qu'on va faire en présentiel, mais c'est vraiment important de s'assurer qu'on se comprend bien l'un et l'autre. Donc pareil, ne pas hésiter à demander ou à encourager votre interlocuteur à reformuler pour être sûr qu'on est d'accord. Et là où c'est plus important qu'un rendez-vous en présentiel, c'est vraiment derrière d'avoir un petit compte-rendu des prochaines étapes, prochains rendez-vous par mail. Ça, j'insiste beaucoup dessus parce qu'en fait, on voit bien que dans la communication à distance, il y a souvent une déperdition d'informations. Et donc, si on ne remet pas les points clés dans un écrit, eh bien, potentiellement, il y a moins de choses, souvent beaucoup moins de choses qui sont retenues par votre interlocuteur. Donc, pour s'assurer et pour éviter cette déperdition d'informations, c'est important de refaire un écrit pour remettre les éléments importants. Vous n'êtes pas obligé de le faire immédiatement après, mais ce n'est pas nécessairement ce que je recommande, parce que c'est mieux parfois de faire 1 ou 2 jours après, ça permet que votre interlocuteur se souvienne de vous
c'est une bonne occasion de lui rappeler que vous pensez toujours à lui, mais au moins d'avoir préparé un compte rendu et d'avoir un mail synthétique qui redonne les points clés et surtout les prochaines étapes. Ça me semble absolument essentiel. Donc voilà, c'est plein de petits détails, tout ça, hein, qui paraissent peu pas importants, et pourtant, c'est ce qui fait que ça peut fonctionner ou que ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est pour ça que ça nous semblait important, avec Laurence, de revenir un petit peu sur ces thématiques. Alors, je voudrais revenir aussi un petit peu sur Zoom. Évidemment, je dis, Zoom, c'est quand même ce qui fonctionne bien. Et ça me semblait aussi intéressant de revenir sur des aspects techniques sur Zoom, parce que c'est important de comprendre aussi comment marche tout. Alors, l'outil, si vous êtes qu'à 2, évidemment, il est gratuit. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais dès que vous êtes à plus que 2, 3 ou 4 interlocuteurs, vous êtes obligé à un moment de prendre la version payante. Sinon, au bout de 40 minutes, ça coûte. Voilà, très basique, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Le gros avantage de cet outil, c'est qu'il est simple à prendre en main et qu'il est relativement calme. Pour l'utiliser, moi, parfois des heures durant avec des étudiants, comme aussi quelques cours, j'utilise parfois 7 heures d'affilée, eh bien, c'est quand même l'outil qui coupe le moins. Avec Microsoft Teams, le problème de Teams, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup plus compliqué à prendre en main. Et c'est pour ça que je recommande Zoom. D'autre part, Teams présente aussi l'inconvénient de parfois ne pas fonctionner, quand on est vraiment d'explication d'ailleurs, sur certains types d'appareils. Donc, c'est aussi une problématique qu'on ne rencontre pas avec. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Alors, si vous prenez en abonnement, vous pouvez très bien prendre pour un mois ou garder un abonnement mensuel permanent. On prend l'abonnement annuel, je vais donner le coût de l'abonnement mensuel, c'est 13,99 €. Je crois que c'est PPC, ce qui n'est quand même pas énorme, et ce qui permet quand même d'avoir des relations de qualité avec les interlocuteurs. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, je vais revenir aussi sur le paramétrage. Ça aussi, c'est du détail. Et pourtant, quand déjà au départ, vous cherchez comment accueillir votre interlocuteur et que vous ne trouvez pas et que ça fait 5 minutes qu'il est dans la salle d'attente, ça ne donne pas une image très professionnelle de vous. D'accord? Donc, c'est important au départ d'être clair sur quel paramétrage je recommande. Il s'avère que pour avoir testé différentes choses, quand on ne met pas en place une salle d'attente et que votre interlocuteur se connecte avant vous dans votre salle virtuelle et que vous avez autorisé qu'il puisse se connecter avant vous, eh bien ensuite, vous ne pouvez plus prendre la main, par exemple, sur l'écran. Et donc, il va falloir expliquer à votre interlocuteur comment vous allez pouvoir prendre la main sur l'écran. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que la salle d'attente présente cet avantage de valider votre interlocuteur à l'entrée, ce qui est quand même plus simple. Ensuite, vous avez deux solutions sur Zoom. Vous pouvez soit utiliser votre salle de réunion personnelle, qui est la salle de réunion qui est toujours la même, avec un même numéro, et que vous pouvez utiliser, donner à plein de personnes. Ça, c'est une première option. Je vais revenir dessus et je vais vous expliquer comment on utilise sa salle de réunion personnelle. Et puis, vous avez une autre option qui est de programmer, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, dans une salle de réunion spécifique, une réunion avec un numéro de salle unique. Donc, c'est uniquement cette réunion-là qui aura lieu dans cette salle de réunion avec ce numéro-là. C'est le choix qu'a fait Laurence, par exemple, pour aujourd'hui, en vous disant, bah, tiens, vous avez tel numéro et ce numéro-là, il est lié à cette salle-là et à cette heure-là. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu sur comment on le fait, de manière très, très pratique, puisque c'est important aussi de parler de praticité. Je ne connais pas l'usage des uns et des autres et au moins de venir un petit peu sur quelques aspects pratiques, ça me semble intéressant. Si on regarde ce premier écran sur la salle de réunion personnelle, eh bien sur la salle de réunion personnelle, dès que vous arrivez sur Zoom en fait et dès que vous avez pris votre chose, vous avez votre salle de réunion personnelle. Et là, vous avez numéro personnel pour la salle de réunion. Vous cliquez sur afficher, donc là où j'ai fait un cercle rouge là au niveau de afficher. Vous avez toute l'adresse complète. Vous copiez cette adresse-là, vous la mettez dans un mail et la personne peut directement se connecter à votre salle de réunion. Il y a deux solutions ensuite. Soit vous avez un mot de passe, qui est le choix aussi qu'a fait Laurence aujourd'hui, soit il n'y a pas de mot de passe. Et dans ce cas-là, n'importe quel interlocuteur peut venir se connecter à votre salle de réunion personnelle. Donc tout ça, en descendant en fait en dessous de la fenêtre, vous pouvez ensuite cocher un certain nombre d'options. Alors je ne vais pas tout mis, hein, parce qu'évidemment, sinon je n'ai pas nécessairement la place ni le temps, il est déjà 13 heures et qu'il me reste 5 minutes. Voilà. Mais néanmoins, c'est quand même intéressant de pouvoir utiliser cette salle de réunion personnelle parce que c'est finalement très, très simple à utiliser. Et quand vous allez plusieurs fois
prendre contact avec votre interlocuteur, vous pouvez lui dire, bah, on garde cette même salle de réunion et on se retrouve dans cette même salle de réunion dans 10 jours, 15 jours, 3 semaines, en fonction des situations. Deuxième option, c'est de programmer la réunion. Donc là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vais programmer la réunion, je vais dire quel est le nom de la réunion. Par défaut, ça s'appelle ma réunion. Je vais définir quand, c'est-à-dire quel jour, quelle heure, et je vais définir également une durée. Il faut savoir quelque chose avec la durée, c'est que la durée, elle peut être plus longue. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous mettez 1 heure et que ça dure 1h30, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, ça ne va pas couper au bout d'1 heure. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir aussi. Voilà, donc ça, c'est l'autre option. Donc dans ce cas-là, vous avez en haut en fait un ensemble d'onglets. Tout à l'heure, je vous ai montré, au-dessus de Caddy Jean-Sébastien, là, vous avez un ensemble d'onglets. Et dans ces onglets, vous avez entre autres programmer une réunion. Et là, pareil, vous allez remplir les différentes choses. Là, vous allez pouvoir dire que vous voulez une salle d'attente. Vous avez un certain nombre. Si je descends plus bas, vous pouvez cocher que vous avez une salle d'attente. Vous pouvez également dire qu'il y a un code, un mot de passe ou il n'y a pas de mot de passe. Et vous allez avoir là, pour le coup, un mail déjà fait que vous allez pouvoir copier-coller et envoyer directement à votre interlocuteur. On ne peut pas envoyer directement les mails depuis Zoom. Vous pouvez les envoyer depuis votre mail. Vous allez copier-coller les éléments et vous allez les redonner directement à vos interlocuteurs, aux différentes personnes que vous avez invitées à la réunion. Voilà pour cette partie programmée. Et puis, je voulais revenir aussi sur un certain nombre d'éléments qu'on a appliqués aujourd'hui. Désactiver le son, ça c'est vraiment important quand vous n'êtes pas en train de parler de désactivation, ça évite les bruits parasites, ça évite si vous êtes en télétravail, s'il y a la porte qui grince, s'il y a l'oiseau qui chante, qui est là chez moi, par exemple, ou le chien qui aboie, ça évite que votre interlocuteur l'entende. Donc, ça donne une image plus professionnelle de vous. Donc, c'est bien quand on n'est pas en train de parler de couper le son, mais par contre d'être vigilant sur le fait de le réactiver quand on en a besoin. Vous avez cette barre noire que vous voyez en bas, là, actuellement, la partie tout à gauche, c'est désactiver le son ou activer le son. Il suffit de cocher ou de décocher. Pareil, vous avez dans arrêter la vidéo, vous pouvez choisir de mettre en place un fond virtuel. C'est le choix que j'ai fait, ou c'est le choix que Laurence a également fait. Laurence et Bernard ont fait en mettant la tableau en avant. Et moi, je l'ai fait en mettant en avant la pépinière de Valtray. Voilà, c'est le choix que j'ai fait. Et donc ça, vous pouvez le faire. Ça donne aussi une image professionnelle plutôt qu'on vous retrouve au milieu de la cuisine en train d'appuyer parce que vous êtes en télétravail depuis chez vous. Donc, ça évite d'avoir une image moins professionnelle. L'inconvénient, vous le voyez parfois en regardant mon image, c'est que parfois, par exemple, mon épaule droite là, est en train de disparaître parce que effectivement, il y a un traitement d'image qui fait que parfois, on ne voit pas nécessairement complètement votre interlocuteur ou certains gestes sont un peu plus saccadés. Donc, ça, c'est un petit peu l'inconvénient de la chose. Ensuite, vous avez écran partagé. Dans écran partagé, vous avez une solution dans sécurité. Donc, vous allez sur écran partagé et vous pouvez cliquer dessus. Et à ce moment-là, vous pouvez dire j'accepte ou pas que mon interlocuteur puisse partager un écran. Si vous êtes un client, vous avez besoin de partager des documents. Enfin, si vous êtes avec un client ou un prospect, parfois, c'est vous simplement qui amenez des documents. Parfois, votre client a envie aussi de partager des documents avec vous. Mais ça, il faut lui dire. Donc, dans écran partagé, donc le bouton vert que vous avez ici, vous pouvez cliquer dessus et mettre que tous les participants ont le droit de partager leur écran, ou que vous. C'est votre choix, d'accord? Ça peut être aussi bloqué par défaut. Dans ce cas-là, il faut aller en haut à droite, vous avez une petite icône sécurité. Et là, dans sécurité, vous avez plein de paramètres. Et dans ces paramètres-là, vous pouvez choisir de partager l'écran. Voilà. Et ensuite, vous avez, dans la partie dès que vous cliquez sur plus, vous avez plein d'autres choses. En particulier, un outil qui permet de réagir. Donc, ça permet de, par exemple, lever la main, de passer des messages. Donc, ça, c'est intéressant aussi de mettre ça. Et éventuellement, de garder une trace, c'est-à-dire d'enregistrer la conversation. Cela étant, si vous enregistrez la conversation, vous devez, pour des questions de RGPD et pour des questions de transparence aussi, en particulier dans une relation client, c'est important, dès le départ, de mettre en place, d'informer votre interlocuteur que vous mettez en place un enregistrement de la réunion. Ça, c'est important de jouer la transparence là-dessus.
Voilà un ensemble de petits détails, de petites choses qui font que ça fonctionne mieux. Là où je voulais conclure, et je vais juste conclure là-dessus, c'est sur quelques témoignages des uns et des autres. Alors, ceux qui sont là, je vais essayer de parler parce que je pense qu'ils font ça beaucoup mieux que moi. Voilà. Et puis, ceux qui ne sont pas là, ben, je prendrai la parole. Mais il y a un certain nombre d'adhérents qui ont souhaité aussi partager sur leur expérience de comment ça se passait pour eux, comment ça s'était passé pour eux, comment eux ils voient cet usage de la vidéoconférence de manière beaucoup plus accrue. Donc, je ne sais pas, Virginie, est-ce que vous êtes là? Et non, Virginie est partie, malheureusement. Mais voilà, elle nous a confié son témoignage. Oui. Voilà, donc Virginie nous a confié son témoignage. C'est pour ça qu'on avait tout renoté pour que chacun puisse s'exprimer. Donc voilà, elle expliquait qu'elle avait eu très peur, en fait, finalement, de l'usage de ce canal de communication. Et finalement, elle s'est rendue compte que c'était vraiment une opportunité, notamment parce qu'il y a des outils et des options qui est possible de combiner. Donc là, elle vous en a donné quelques-unes. Finalement, il y a plein d'autres outils qu'on peut ajouter et qui permettent de vraiment dynamiser l'échange. Donc ça, c'est important. Ça permet évidemment de toucher des clients qui sont parfois ou des projetés qui sont loin physiquement et ça évite de passer une journée en train, enfin une demi-journée en train, une demi-journée en retour pour une heure de rendez-vous. Donc ça, évidemment, c'est beaucoup de chance. Et puis, ça permet évidemment de travailler à plusieurs avec, par exemple, des mêmes clients, mais en étant plusieurs interlocuteurs. Ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, ce qu'elle disait, mes tips, donc préparez votre entrée et votre sortie, c'est ce que j'ai expliqué avant. Réglez en amont toutes les problématiques techniques. C'est exactement ce qu'on a fait avec Laurence. On a fait un test il y a 2 jours pour s'assurer que ça fonctionnait bien. Ne traitez qu'un seul sujet par vidéo. Il faut essayer d'être par vidéo, il faut essayer d'être sain. Préparez le corps et l'énergie, parce que ça demande de l'énergie d'être en vidéo, c'est pas si facile. Voilà, prévoyez plutôt moins que plus en termes de contenu. Respectez le temps annoncé et multipliez les supports, les blagues, les vidéos et les outils en ligne, c'est-à-dire essayez de faire en sorte que ça soit dynamique, sinon vous risquez de perdre vos interlocuteurs en cours de route. Donc voilà les conseils de Virginie, merci à elle. Jean-Marc, est-il là? Laurence, c'est toi qui as la liste? Non. Alors non, Jean-Marc ne pouvait pas être là. Non, Jean-Marc ne peut pas être là, donc voilà. Donc Jean-Marc, qui est coach manager et de dirigeant, on disait que évidemment le contact est essentiel pour lui dans la poignée de main, dans le regard, dans la façon dont la personne s'installe. Tout est communication, tout est écoute. Et dans sa tête, évidemment, il ne pouvait pas travailler à distance comme beaucoup d'entre nous, ou seulement de manière totalement exceptionnelle. Eh bien, il a bougé dans sa pratique, puisque finalement, dès le mois d'avril dernier, il a eu 4 nouveaux clients et qui se font, la relation se passe exclusivement en distanciel. Et donc, il a dû évidemment, comme beaucoup d'entre nous, adapter ses échanges et ses outils. Alors, il nous donne quelques conseils, lui aussi. C'est un client dans un cadre paisible avec une connexion numérique fiable. Ça, c'est quand même le vrai problème, hein, c'est que la communication numérique, la connexion n'est pas toujours d'une grande qualité, ça c'est important. Ça demande plus de préparation, c'est ce que je vous disais. Ça demande aussi plus de cadre dans la séance, on est obligé de poser un peu plus de cadre. Il faut adapter, il faut réinventer des outils, c'est absolument indispensable, et lâcher encore plus le mental pour faire parler le cœur. Ça va un petit peu dans ce que disait Virginie précédemment sur la question évidemment des blagues, et de créer du lien. Ça, c'est important parce qu'on n'a pas l'occasion de créer un lien physiquement. Il faut essayer de trouver un autre moyen de créer le lien. Et vous ne pouvez pas offrir à votre interlocuteur un café à distance. On n'a pas encore les outils pour le faire. Voilà. Et puis, Michaela, qui elle est là. Donc, elle est là. Oui. Nous témoigner de son expérience à elle. Donc, Michaela, je vous laisse conclure avant de laisser la place aux questions. On a un tout petit peu de retard, mais on est pas mal. Oui, je vais essayer d'être synthétique, sachant que moi, je suis en plein dans le sujet parce que je m'occupe de voix. Donc, je m'occupe de tout ce qui est communication paraverbale, si j'ai bien suivi le début de votre présentation. Et donc, je dois dire que c'est un peu une blague que j'ai écrite. Ma première réaction au premier confinement, c'était de dire c'est impossible. C'est impossible de travailler sur la voix des autres, sachant que la voix, ça veut dire le corps, ça veut dire le non-verbal, ça veut dire le souffle, ça veut dire l'humain. Ça me paraissait simplement impossible en visio. Et après, au bout d'une semaine, je jonglais entre WhatsApp, Facebook Live,
Zoom, Teams, etc. pour le faire. Et effectivement, j'étais très surprise non seulement de voir que c'était possible, mais qu'il y avait des choses différentes qui pouvaient se faire des fois mieux en visio. Donc, quelque part, je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Il faut, je pense, surtout changer d'attente, changer d'objectif et donc de méthode et de contenu. Si on imagine qu'on veut faire la même chose, simplement, ce n'est pas possible parce que l'outil n'est pas le même, la relation n'est pas la même, la gestion du temps n'est pas la même. C'est-à-dire que la perception même du temps n'est pas la même. Donc, c'est ça qui est important. Et aussi, il faut être beaucoup plus dans l'acceptation de perdre du temps, perdre des informations, perdre des nuances. Si on commence à lutter contre ça, ça devient très frustrant pour tout le monde. Peut-être un petit élément qui n'a pas été abordé et qui ne l'a pas été dans ma diapo non plus, c'est que ce n'est peut-être pas la même chose d'avoir affaire avec des personnes qu'on ne connaît pas et des personnes qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que quand on a en face quelqu'un qu'on connaît, tout ce qui est non-verbal, quelque part, il est déjà plus riche, il fait du sens. Quand on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, comme je suis là avec vous, déjà on est un peu plus stressé et on peut moins faire appel à du vécu commun. Donc, il faut aussi pouvoir s'adapter très rapidement par rapport à ça. Et bien évidemment, dernier point, ce n'est pas la même chose d'être en face à face, one-to-one, ou d'être face à un groupe. Donc là aussi, il faut trouver les bonnes stratégies en fonction de qui et comment. Voilà. Et je veux juste réagir par rapport à ce que vous disiez, Michaela, parce que je pense que c'est important, quand même un élément effectivement important, c'est que quand on a quelqu'un qu'on connaît en face, on décèle déjà son paraverbal, son non-verbal, il y a déjà des choses qu'on connaît, on sait comment elle réagit, et donc on sait aussi, on sait le décoder. Ce qu'on ne sait pas faire, effectivement, et vous avez parfaitement raison, de manière beaucoup plus difficile, avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Déjà, ce n'est pas évident quand on est en relation physique naturelle. Et quand on est à distance, c'est encore plus difficile, évidemment. Donc, et c'est encore plus difficile parce que parfois, la personne, c'est juste sa manière d'être normale. Et il n'y a pas du tout d'intention de sa part dans un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est plus difficile à déceler à distance. Tout à fait. Merci, Michaela, pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des choses sur lesquelles vous pouvez ne pas être d'accord aussi? Vous avez le droit de le dire. Non, ben, Jean-Sébastien, pas de questions complémentaires dans le fil de discussion. Et par oral. Et par oral, donc il y a certains participants, bien sûr, qui ont dû partir. Hein, j'ai pas pu parler, désolé. Vas-y. Juste, moi, je suis un peu déçu parce qu'au niveau du son, c'était pas terrible. Donc, j'ai eu du mal à suivre un petit peu la visio. Bon, je pense que c'est une question de micro, donc c'est pas grave. J'ai déjà à titre perso utilisé moi Zoom pour des réunions effectivement aussi, et Teams aussi qui marche très bien. Donc voilà. Je pense qu'on aura un rapport derrière un petit peu du PowerPoint, je suppose, par Jean-Sébastien, non, en copie pour un petit peu résumer de ça. Ouais, parce que moi, là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, j'avais trop d'écho et c'était difficile de suivre. Donc, effectivement, une visio, c'est bien, mais si au niveau des outils micro, c'est pas top, c'est difficile de suivre. Je pense que c'est un point technique, mais qui est très important. Même si, effectivement, la visio peut être extrêmement intéressante, ça peut poser problème. Voilà. Des fois, il vaut mieux avoir une bonne communication téléphonique. C'est beaucoup plus audible que des fois une visio si ça passe mal. Voilà. Vous avez parfaitement raison. C'est bien de rappeler aussi
que quand effectivement on commence à voir que ça passe, il faut passer sans se poser de questions au téléphone, même si on garde l'image, en tout cas bien penser à ça. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est plus sympa en confinement de se voir, mais voilà, quand c'est inaudible, c'est compliqué. Laurence, par contre, alors je ne sais pas, je vous entends très bien, moi. Oui. Elle n'a pas de l'eau, c'est parfait, c'est clair. Ouais, pareil pour Michela. Donc, oui. Oui, pareil. Nathalie, parle un peu, Nathalie. Alors, moi, j'ai eu le même problème que Paul. Ça a été haché pendant toute la conférence, donc c'est vrai que c'est extrêmement fatigant. Par contre, je voulais juste dire une chose. Bon, moi, je mange du Zoom depuis 1 an, mais plutôt en tant qu'auditrice que création de conférences. Et j'ai même été à un Zoom participatif. C'est-à-dire que j'étais avant-hier à une conférence qui s'appelle La Grande Fresque du Climat. Et en fait, on est très nombreux et on se retrouve en effet dans des salons. Et là, à ce moment-là, c'était tellement participatif qu'on pouvait même en fait déplacer des cartes, etc., pour créer quelque chose de commun. Et j'avoue que ça avait des limites parce que les cartes étaient toutes petites, il fallait les zoomer. Tout le monde utilisait la flèche comme c'était participatif. Ça me donnait envie de vomir. Et franchement, bon, normalement, cette fresque participative se fait bien sûr dans une salle de réunion où tout le monde échange, etc. Et j'avoue que le Zoom participatif a quand même des limites quand il s'agit d'avoir des interférences au niveau des dos. Franchement, c'est surtout quand on est nombreux. Ouais. Ça rejoint ce que disait Michaela tout à l'heure, en fait, hein, et je rejoins totalement ça, c'est-à-dire qu'il y a 2 choses, ça oblige quand même vraiment à adapter ces outils. Et il y a des outils clairement qui ne sont pas adaptés, qu'on ne peut pas faire à distance. Enfin, il faut soit revoir complètement les choses, c'est-à-dire se dire, il y a des formats qu'on ne fait pas. Moi, j'étais dernièrement j'ai eu un échange avec un formateur qui disait, moi, il y a des choses à distance, je ne les fais pas. Parce que je ne sais pas faire. Je n'ai pas encore trouvé comment les faire ou comment les rendre intéressantes. Et on peut avoir vraiment un échange, donc je ne les fais plus pour le moment, tant que je ne peux pas avoir de formation en présentiel, parce que je n'ai pas trouvé l'outil. Donc, il faut aussi savoir accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à distance. Et puis, évidemment, là, je suis plutôt dans une relation one-to-one où vous avez 2, 3 interlocuteurs, donc on est plutôt en petit groupe. Dès qu'on est dans des grands groupes, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'interaction, mais il y a certains outils qui se prêtent aux grands groupes. Il n'y en a quand même pas des milliers et des cents. Moi, j'ai participé il y a quelques temps à une question de la MN2, la Maison métropolitaine de l'insertion par l'emploi, qui est donc au niveau de la métropole. Et eux, pour le coup, ils avaient fait une séance avec énormément d'échanges, avec des petits votes, en fait, de manière régulière, qui prétextent en fait des apports théoriques. Ça, c'était vraiment très bien. C'était très simple comme outil, finalement. Parce oui, j'ai participé, c'était bien, c'est bien organisé. Ouais. Avec un logiciel où on pouvait voter, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui s'appelle, je ne sais plus comment. Alors, je n'ai pas le nom du logiciel, je ne fais pas ce point avec Isabelle, donc j'avoue que je ne l'ai pas fait. Voilà, mais j'avais trouvé ça vraiment bien parce que finalement, c'est un outil simple. Dès qu'on commence à se dire, on interagit sur le même écran à plusieurs, je pense que… Oh non, ça devient le souk. Ça tourne fini, quoi. Et je pense qu'il y a un phénomène que je ne sais pas m'expliquer psychologiquement, mais plus on est nombreux, moins on tolère les problèmes techniques. Et donc, quelque part, plus on est nombreux, moins il faudrait être ambitieux sur des choses très complexes à faire. Parce que les outils aussi sont en train de se développer. Moi, je trouve déjà qu'il y a eu un énorme changement entre le premier confinement et le deuxième. Je trouve que Zoom s'est beaucoup amélioré. Et ça va certainement continuer, mais il y a des choses qui sont impossibles. Moi, dans une vie parallèle, je dirige des chœurs. Alors, je peux vous faire une conférence sur comment faire de la gestion de chœurs en visio. Il faut vraiment changer complètement de métier quelque part.
Si je me mets à les faire chanter ensemble, c'est juste pas possible. Donc, en fait, on apprend. C'est ça, les outils. Alors, ce qui est important et ce qui est aussi compliqué, et je rejoins là aussi ce que dit Nicolas, ce qui est compliqué, c'est aussi que les outils évoluent finalement très vite et ils évoluent au fur et à mesure. Donc, ce qu'on tient pour acquis aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, 1 an, ça ne sera plus le cas et on aura peut-être levé un certain nombre de barrières. Évidemment, moi aussi, je fais aussi de la chorale, donc je suis de l'autre côté. Moi, pour le coup, je ne suis pas chef de chœur, mais évidemment qu'on n'est pas, enfin, en même temps en vidéo, pas au niveau du son, parce qu'avec les retours de son, sinon, c'est juste totalement gérable. Il y a un décalage de son, on peut pas, on n'a pas encore la technique. En tout cas, cette présentation nous aura peut-être aussi donné l'idée de proposer un autre sujet sur la diction et l'intonation aussi. Ça peut être intéressant au-delà, pour quand on entend effectivement la diction de Michaela, et on sent aussi que ça, c'est un sujet important dans cette communication à distance. Prendre son temps, comme tu l'as dit, Jean-Sébastien, parler lentement, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps l'habitude de le faire et c'est un gage de qualité pour être entendu. Voilà. Okay. Et grâce à l'arrivée de Michaela, ça me donne des idées. Voilà. Voilà. Bon, voilà pour le prochain webinaire. Voilà. Prochain webinaire, oui. Okay, eh bien, merci à tous. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être vous libérer et nous libérer aussi. Une petite fin, hein. D'accord. Merci à Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci aux participantes et participants. Et puis, à bientôt pour une autre visio. Voilà, tu envoies la présentation. Oui, tu l'envoies, oui, d'accord. OK, merci. Merci à tous. Allez, et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.